RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Daniel Oshida, le président du MEDEF-NC. Daniel Oshida, bonjour. Bonjour, toutes mes excuses d'abord pour ce retard, mais je suis tombé dans des embouteillages. Voilà, ce sont des choses qui arrivent effectivement le matin. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation au lendemain de l'Assemblée Générale annuelle du MEDEF qui s'est tenue au Méridien. Une Assemblée Générale au cours de laquelle vous avez innové en invitant quelqu'un à prendre la parole qui n'est pas du MEDEF. C'était Christophe Finlayson qui est ancien membre du Parlement néo-zélandais. Pourquoi avoir fait ce choix ? Je crois qu'il était important d'avoir ce genre d'invité, ce genre de personnalité, parce qu'effectivement, comme je le décrivais dans mon rapport moral, la Nouvelle-Calédonie actuelle ressemble étrangement à la Nouvelle-Zélande de 1984, lorsque David Languille a pris le pouvoir et qu'il a réformé la Nouvelle-Zélande. Donc, il nous semblait intéressant de faire ce parallèle entre l'état du pays actuel et celui de la Nouvelle-Zélande en 1984, mais les Néo-Zélandais ont eu le courage à cette époque-là de faire les réformes nécessaires, et vous voyez le résultat maintenant en Nouvelle-Zélande. Le message, ça veut dire quoi ? Que les réformes nécessaires seront des réformes courageuses et que les politiques doivent s'engager aujourd'hui ? Je crois que c'est clair, oui, absolument. S'il y avait un message à passer, c'est que les politiques, il faut prendre le taureau par les cornes maintenant. Il n'est plus le temps de tergiverser. Il faut absolument prendre le taureau par les cornes, prendre les mesures nécessaires, et il faut y aller parce que sinon le pays s'enfoncera davantage avec ce que j'ai dit dans mon rapport moral, avec les incertitudes sur l'avenir institutionnel. Mais je pense qu'on y reviendra plus tard. On va y revenir dans un instant. En quoi la Nouvelle-Zélande des années 80 ressemble à la Calédonie d'aujourd'hui ou l'inverse ? C'était un État quasiment en faillite à cette époque-là. Et aujourd'hui, la Calédonie est quasiment en faillite ? Oui, je l'ai dit, et aujourd'hui, on ne se rend pas compte parce que effectivement, il y a des amortisseurs, que j'ai cités hier, que sont en premier les transferts de l'État. Donc, malgré l'état de la Calédonie, les transferts de l'État continuent d'arriver, donc ça peut un peu cacher la misère. Les transferts financiers, hein ? Les transferts financiers, bien sûr. Je parle des transferts financiers. Et vous avez surtout une industrie du nickel qui va très mal. Et là, les 3 usines métallurgiques perdent de l'argent. Et là, les actionnaires ont décidé, avec l'aide de l'État pour la SLN, de financer ces pertes. Donc, on a un maintien de l'emploi, malgré ces pertes. Donc, ce qui fait que ça cache un petit peu l'état un peu de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est une économie en trompe-l'œil. Mais la Calédonie, on y reviendra peut-être aussi, a tous les symptômes d'un État en faillite. Alors, vous avez beaucoup insisté dans votre rapport moral sur la nécessité de limiter, de contenir la dépense publique. C'est une première clé, c'est un premier palier pour vous ? Écoutez, c'est une obligation. Il y a 6 ans, je crois, ou plus de 6 ans, ou plus de 7 ans, nous faisions un exercice, on n'avait pas beaucoup de chiffres, mais on faisait un exercice au MEDEF où on démontrait aux élus du Congrès que si on continuait sur cette trajectoire de la dépense publique, d'augmentation de la dépense publique, on allait arriver dans un mur. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est dans le mur. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Il faut diminuer la dépense publique. C'est le levier, c'est la mesure qui permettra de donner de l'oxygène au pays, parce que la dépense publique est devenue insoutenable. Mais dans le même temps, vous demandez que la dépense publique serve, par exemple, à financer des grands chantiers comme pour le BTP. Alors, soyons clairs, je suis en train de parler de la dépense de fonctionnement. Effectivement, toutes les économies qui seront faites en dépenses de fonctionnement devront être transférées en investissement de façon à relancer la machine. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, et je ne sais pas si on y reviendra, l'investissement privé est quasiment nul, compte tenu du contexte politique actuel. Donc aujourd'hui, il faut absolument que l'investissement public prenne le relais de l'investissement privé. Et effectivement, c'est une des propositions. C'est-à-dire que les économies en dépenses de fonctionnement donnent de l'oxygène de façon au pays, de façon à avoir des dépenses en investissement public. Alors, parlons-en de la situation politique, parce que vous l'évoquez régulièrement depuis le début de cet entretien. C'est vrai qu'il y a des élections dans un mois provinciales. On sait qu'il y a encore 1 ou 2 et probablement 2 référendums à venir. Il y aura aussi des élections municipales. On va être dans une période très intense. Ça, c'est une inquiétude pour vous, parce que vous pensez qu'aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas le courage de prendre les initiatives qu'il faut ? Mais écoutez, il faut commencer par, quel que soit l'avenir institutionnel du pays, il faut commencer par réduire la dépense publique.
Oui, mais quel que soit l'avenir institutionnel, vous savez que tant que c'est pas réglé, les investisseurs ont du mal à venir. J'y viens justement. Ça, c'est la première question. La première mesure à prendre, c'est réduire la dépense publique, quel que soit l'avenir institutionnel. Et ensuite, comme je l'ai dit dans mon rapport moral, effectivement, la tenue d'un deuxième et d'un troisième référendum est de nature à tuer l'investissement privé dans le pays. Or, on sait très bien que durant ces dernières années, ce qui a porté la croissance du pays, ça a bien été l'investissement privé. Alors, je ne vais pas citer la construction des usines, etc., redire ce qu'on dit d'habitude, mais c'est bien l'investissement privé qui a porté la croissance. Si demain, vous avez une diminution de la consommation intérieure, ce qu'on observe aujourd'hui, la consommation des ménages, en plus, vous avez des investissements privés qui ne se font pas, on peut se préparer à des années très difficiles. Et effectivement, le deuxième et le troisième référendum ne sont pas de nature à donner confiance aux investisseurs privés. Alors, Daniel Ocheda, vous avez un petit peu le monde politique au bout de votre viseur, hier dans votre rapport moral, notamment en parlant d'un argument tarte à la crème sur la réduction des inégalités. Vous pensez qu'il n'y a pas besoin de réduire les inégalités ? Mais bien sûr, si je disais le contraire, on me taxerait encore de patron fasciste, je ne sais quel argument. Non, il faut toujours lutter contre les inégalités. Mais je voulais simplement ouvrir les yeux à ceux qui parlent d'inégalité, parce que je crois qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai cité effectivement d'un argument tarte à la crème. Quel est votre programme ? C'est de réduire les inégalités, oui. Donc je voulais simplement mettre en lumière un système social en Nouvelle-Calédonie qui est le plus redistributif de la région. Je n'ai pas peur de le dire. Effectivement. Ce qui est une bonne chose. Mais ce qui est une très bonne chose. Mais ouvrons les yeux à ceux qui nous disent il y a des inégalités. Lorsque vous avez, vous prenez en compte ce qu'on appelle ces dépenses socialisées, c'est cet accompagnement des plus démunis. Je veux parler de l'école gratuite, je veux parler de l'accès aux soins gratuits, je veux parler d'un système de retraite pour les vieux jours, je veux parler d'un système de chômage, je veux parler d'un système d'accompagnement dans les accidents de travail, etc., sans parler de la solidarité pour les handicapés, le minimum vieillesse, etc. Enfin, toutes ces mesures, l'aide au logement qui est important, toutes ces mesures, elles existent sur le territoire. Et toutes ces mesures sont de nature à réduire les inégalités. Mais pour la plupart des mesures, pour bénéficier de ces mesures, il faut être salarié. Donc c'est pour ça que je l'ai dit hier, la première des mesures à prendre pour réduire les inégalités, c'est de la bataille de l'emploi. Il faut créer de l'emploi sur le territoire, il faut donner des salaires aux gens de ce territoire, et surtout aux jeunes qui viennent sur le marché du travail. Alors ça, le MEDEF a fait des propositions d'ailleurs de contrats spécifiques pour aider les jeunes à rentrer sur le marché du travail. Tout ça n'a pas été mis en œuvre ou pas suffisamment ? Tout à fait, nous avons fait des contrats d'insertion, nous avons proposé, c'est dans les tiroirs. Malheureusement, j'ai l'impression que les politiques n'ont pas pris la mesure de ce genre de problème, et c'est dommage parce que effectivement, il faut donner la chance aux jeunes, et on l'a revu hier, on posait la question justement à Christopher Finlayson, qui nous disait qu'effectivement, en Nouvelle-Zélande, c'était pareil, il y avait une inadéquation réelle entre les jeunes qui sortaient de l'école et les besoins de l'entreprise. On a besoin de les insérer, on a besoin de les accompagner, on a besoin de leur donner une formation supplémentaire. On a fait des propositions par des contrats d'insertion, etc., mais jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas été entendu par les pouvoirs politiques. Daniel Ocheda, qu'est-ce que va faire le MEDEF dans les mois qui viennent ? Le MEDEF, dans les mois qui viennent, va continuer à faire ces propositions-là, va aller sur le terrain pour expliquer ça, pour expliquer toutes nos propositions aux entrepreneurs de terrain, parce que ce sont ceux qui sont sur le terrain qui vivent la crise économique actuelle, et croyez-moi, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin qu'on vienne leur expliquer, parce qu'ils sont dans le plus total désarroi face à des situations économiques graves. Un mot sur l'état de santé interne du MEDEF, parce que c'est aussi l'objet de ces assemblées générales, de faire le point sur le fonctionnement de votre syndicat. Il va bien, il répond aux attentes de ses adhérents ? Ouais, écoutez, je vais pas vous surprendre en vous disant que oui, effectivement, le MEDEF va très bien. On a de nouveaux adhérents qui ne cessent d'arriver, et je crois que la voix du MEDEF est en train d'être entendue et elle est portée. Et donc,
Nous avons des adhérents qui nous comprennent, qui nous entendent et qui nous rejoignent parce que effectivement nous vivons la réalité de terrain et nous ne sommes pas politiques et nous ne cherchons pas à cacher les choses comme certains le voudraient. Dans le but électoraliste, je suppose, dans un but électoraliste. Nous sommes des gens de terrain, nous vivons et nous avons des propositions concrètes à faire aux politiques. Est-ce qu'on vous entendra encore d'ici le 12 mai ou est-ce qu'on vous entendra après le 12 mai ? Écoutez, si je reviens sur la mesure phare de la dépense, de la diminution de la dépense publique, je crois qu'on nous entende ou qu'on nous entende pas, ça sera un exercice obligé. Daniel Ocheda, merci d'avoir été avec nous ce matin. Mais je vous remercie.